Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Et dans l'épisode précédent de Aternité, un accouchement magnifique avec l'hypnonaissance. Et là, le retour à la maison. synonyme de non plus 3, mais 4 à la maison. 4 et le début des emmerdes. Ouais, et du coup, on s'était arrêté avec une première, Expérience douloureuse. Ouais, Ouais. pour Elios. Ouais. Et pour vous aussi. Intense. Et du coup, un début de vie à 4 un petit peu mouvementé, déjà dès la première semaine. Comment s'est passée la suite ? Je crois que quelques jours après, j'étais sur le canapé posée. J'avais pas tiqué mon chat qui était à côté de moi. Et Guillaume va chercher Elios et rentre. Et là, en fait, je vois Elios et je dis à Guillaume, parce qu'il faut savoir que depuis sa naissance, du coup, il fait de l'asthme du nourrisson. Et donc maintenant, l'asthme du petit enfant. Okay. Et là, je dis, il est en détresse respiratoire. Okay. Là, il est en tirage. Il faut faire quelque chose. Donc, je suis à fond sur notre enfant. Et là, Guillaume voit le chat et dit, le chat, il va pas bien. Il n'arrive pas à respirer. Et en fait, le chat s'est fait renverser. Sauf que je n'ai pas vu de toute la journée qui s'est posé à côté de moi et qu'en fait, il est en train de décéder à côté de moi. Donc, moi, seule avec les 2 enfants, Guillaume a emmené le chat aux urgences pour faire tout, ce qu'il fallait. Donc, deuxième événement assez chaud. Ça a très bien fini pour Elios, il est avec nous. Mais, et pour le chat aussi, il est avec nous. Ah, c'était j'ai pas osé demander. Ouais, c'est arrivé. Okay. Cool. Et du coup, le début, postpartum qui a été mais tout l'inverse du premier. C'est-à-dire que cet accouchement a été un accouchement de rêve, mais par contre, ça a été supra compliqué. Encore maintenant, on commence à sortir la tête de l'eau, mais on a compris ce que c'était un petit peu de s'embrouiller pour rien ou pour de la fatigue. On a quand même toujours été là comme une équipe à se soutenir, à se relayer. On faisait aussi une nuit sur 2, mais ça veut dire que celui qui faisait la nuit des 2 enfants pour laisser l'autre dormir. Ouais. Et allaitement qui s'est super bien passé. J'étais beaucoup plus informée. Donc là, je crois que je peux dire que mon allaitement s'est terminé il y a peut-être une semaine. Donc j'ai allaité 1 an et demi. Wow, mon fils. Bravo. Merci. Et par contre, ça a été du déglingo. Je pense que j'ai touché la dépression du postpartum. 1 mois après la naissance d'Ezra, on va en vacances chez ma mère. Et en fait, on y va en voiture. On fait un arrêt à Tours. Et là, j'ai un problème avec le réveil des enfants. Le réveil. J'aime pas réveiller les gens. Et là, en fait, il y a Elios qui dort, Guillaume qui dort, et le petit qui est à côté de moi. Moi, je suis en train de conduire. Et en fait, Ezra qui se réveille. Et ça me stresse parce que je me dis, il va réveiller son frère. Et gros stress. J'essaye de le calmer, etc. Ça marche pas. Et là, une émotion qui me monte. Je mets un gros point dans le pare-brise et je pète le pare-brise pendant que j'étais en train de rouler. Mais je pense que vu qu'il y avait le coffre de toit et tout, non, je suis pas superwoman. Pare-brise fissuré. Ah ouais, ouais, vraiment de toutes parts. Carglass répare, Carglass remplace. Ah non, mais la résine, elle colle pas là, ça marche pas. Ok, ouais, t'avais besoin d'évacuer un petit truc. C'est ça. Ouais. Et en fait, c'était le début de quelque chose, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, Ezra a été bébé tout l'inverse d'Elios. Il faisait pas ses nuits, et en fait, j'aime pas en plus ce terme, faire ses nuits, mais il dormait très peu, il dormait en quinconce. Il demandait les bras. Sans arrêt. On ne pouvait pas le poser. Et je comprenais pas, en fait, avant, je comprenais pas les autres personnes qui disaient non, mais tu le poses et tout. Et moi, je peux pas. Bah, si, en fait, tu le poses et puis c'est tout. Non, en fait, on ne pouvait pas. Donc, j'ai fait énormément, et je voulais aussi, mais on a fait énormément de portages tous les 2. Okay. Moi, au début, toi, parce que j'avais pas les écharpes qui te plaisaient, mais à partir du moment où j'ai trouvé le Mai-Tai, c'est bon. Et il y a tellement de choses à dire que j'ai peur de m'éparpiller, mais il mangeait bien, mais il dormait pas. Il y avait Elios qui était là. On avait cette crainte, en fait, de trop donner au deuxième, et du coup pas assez. Donc, j'ai l'impression qu'on avait limite plus donné au premier.
qu'au deuxième, surtout avec ce qui s'était passé, avec cet accident, avec le fait qu'il fasse de la détresse, alors que notre deuxième enfant allait très bien. Donc même, je trouve maintenant, dans leur tempérament, on voit que Ezra s'efface peut-être un petit peu plus, parce que Hélios prend beaucoup de place dans sa façon d'être. Est-ce qu'il s'efface ou est-ce qu'il est plus indépendant ? Entre les deux naissances, il y en a un qui naît avec une détresse respiratoire, où il n'y a pas le pot à pot juste après la naissance avec maman. Donc peut-être un besoin exacerbé après et encore aujourd'hui de notre présence, surtout celle de maman. Ok. Et je dis surtout celle de maman parce que j'y suis très régulièrement. Peut-être que des papas vont se reconnaître là-dedans. Je veux maman, je veux papa. Ouais. Mais des fois, c'est d'une violence extrême. Que c'est qu'un enfant, mais on reste des êtres humains et des fois, ça met Ça à peut mal être nos blessant, émotions. ouais. Et même si on se reprend et on se dit, allez, c'est qu'un enfant, il faut être là pour lui. Alors que le deuxième, où la naissance est beaucoup mieux passée, et avec l'hypnonaissance, et dans l'eau, et sans péridurale, et physio, et du coup, il y a eu le pot à pot, et aujourd'hui, on se dit, est-ce qu'avec tous ces éléments, ça peut favoriser le fait qu'il soit beaucoup plus autonome ? Et j'ai ce sentiment que, d'un point de vue général, il a cherché l'autonomie beaucoup plus tôt et beaucoup plus rapidement que son frère. Ok. Vouloir se déplacer lui-même. Ouais. Il faisait des crises parce qu'il pouvait pas se mettre debout ou aller chercher ce qu'il voulait. Il peut pas supporter qu'on lui donne à manger, il veut le faire lui-même. Ah ouais. Ah ouais, il hurle à la mort si on essaie de lui donner à manger, quoi. Là où son Ouais. grand frère, les câlins, les bisous, bon, il y a un moment donné où ça le saoule parce que moi je suis très câlin, très bisou. Mais Ezra, le petit, à un moment donné, non, stop. Ouais. Genre le soir, après le biberon, je veux dormir, donc pas de bisous, pas de caresses, pose-moi. C'est limite. Ok. C'est dur. C'est dur. Ici, la loi, c'est moi. Et c'est Ouais. mon fils qui parle quand je dis ça. Ouais. Et ça a été aussi compliqué parce que du coup, Guillaume travaillait beaucoup. Et donc, j'étais seule avec les enfants le soir, à peu près 3 ou 4 soirs. Mais j'étais seule avec, du coup, un enfant à aller coucher, mais pendant qu'il y avait le deuxième. Mais du coup, le plus grand réveillait le deuxième, j'arrivais pas à aller coucher, etc. Donc, en fait, je commençais à être anxieuse à l'arrivée du soir. Ouais. Dès À que chaque le soir coucher. tombait et qu'il fallait que je les couche, je commençais à être anxieuse, je savais pas comment faire. On en est arrivé un jour, on était à la crèche et qu'en fait, la directrice de la crèche nous voit nous effondrer et elle nous donne des astuces, etc., de ce qui peut exister, quel soutien on peut avoir. On a eu une psy au téléphone. Ouais. On était vraiment mal. Et après a commencé du coup cette jalousie, de cette fratrie en fait. Entre les deux. Ouais. Ouais. Hélios, qui a été beaucoup jaloux d'Ezra, encore maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça y est, on commence à toucher ce jeu commun ensemble. Depuis Hélios qu'Ezra marche. vient tout le temps chercher Ezra, donc le plus grand vient tout le temps chercher le petit. Mais il y a eu des propos d'Hélios qui disaient maman, t'es ma maman, et papa, c'est le papa d'Ezra. D'accord. Ok. Voilà. Ou par exemple, tout à l'heure, je vais chercher Hélios à la garderie, et en fait, il me dit non, mais il est où Ezra ? Je dis il est dans la voiture. Non, mais je veux pas Ezra. Et donc, je veux le mettre dans la voiture, et là, il hurle à la mort. Il se tend, il ne veut pas rentrer dans la voiture, mais à hurler, à me griffer. Donc, c'est dur à c'est gérer ça. très compliqué, ouais. Ouais. Donc, clairement, on essaye de faire plein de choses pour quand même rester dans nos bottes, pour ne pas craquer. Moi, il y a eu 2 fois, et là, ça vient en lien avec mon éducation, où à 2 reprises, j'étais à 2 doigts d'être violente, et en fait, je me suis maintenue, quoi. Donc, ce truc de pose ton enfant Ouais. et va ailleurs, voilà. Mais le pire, c'est que la violence, c'était même pas avec le petit, c'était plutôt avec le plus grand. Le petit, les pleurs sans arrêt la nuit, etc., et il nous en a mis plein la tronche, quoi. On n'en pouvait plus. Et en fait, ils ont les chambres côte à côte, donc en fait, Ouais. toujours cette peur de il va réveiller le deuxième. Et c'est le cas. Oui. Ouais, c'est le cas, ouais. Ah. Des fois, le grand, il se réveille et il ouvre la porte de son frère et il allume la lumière. Ah bon. Ouais, il nous a fait ça. 5 heures du matin. Et quand il y en a un qui dort enfin tard, t'as l'autre qui se lève tôt. Ils ne peuvent pas faire ensemble le même horaire, ils se calent, quoi. Pourtant, on a des trucs, on a Rémi, là, il est en train de dormir, tu te lèves pas et tout. Non, ça ne me fonctionne pas, ça. Et jusqu'au point où, là, dernièrement, mais c'est plus dans l'éducation, vis-à-vis du Terrible 2, qui est aussi un Terrible 3, où en fait, une de mes contacts, une de mes amies, les ateliers du citron, on s'est fait accompagner parce que elle est en... Vous vous êtes fait accompagner par qui ?
par une amie qui a créé les Ateliers du Citron. Ouais, et c'est quoi Et les ateliers du citron? c'est une éducatrice Montessori qui est aussi formée dans la communication non violente. Une pépite, cette fille. Et elle est venue à la maison, elle a regardé nos jeux, elle a regardé, on a parlé de ce qui se passait, etc. Et en fait, on a aussi compris que la façon de jouer d'Hélios venait aussi de sa naissance, en fait. D'accord. Et que tout est lié. Et il a toujours un besoin d'aller chercher le plus loin vis-à-vis de tout casser, mais casser pour même se tester lui-même, son corps, de faire des choses dangereuses. Et donc, du coup, elle nous a dit quel jeu pouvait adapter en fonction de ça, dans notre façon de parler aussi avec lui, etc. Elle donne plein d'outils parce qu'au bout d'un moment, en fait, on peut pas gérer seul. Ouais. Et que j'ai pas envie d'être ce genre de maman qui, en fait, parce qu'il y a un ancrage sur mon éducation, bah, ça vient en fait ouvrir une valve qui fait que je vais être violente ou un truc comme ça, quoi. Mais donc ça a été très 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 compliqué. Notre couple, heureusement qu'on s'aime super fort, mais vraiment super fort, parce que ce soit les relations intimes, que ce soit la communication, etc., c'est mis à mal. Et en fait, on a toujours su revenir l'un vers l'autre et en fait se dire ouais, là, je suis fatiguée et voilà, quoi. Et c'est pour ça que, je le dirai plus tard, mais dans mes accompagnements, pour moi, c'est très important que le couple soit solide. Je confirme. Et toi, Guillaume, ton postpartum? Message à tous les parents qui ont un enfant. Un enfant, c'est incroyable. 2 enfants, c'est exponentiel. Donc grand respect à ceux qui ont 2 enfants et ceux qui ont à partir de 3 enfants. Mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Non, c'est là, quand on a 2, on se dit mais c'est simple, mais tellement simple. Et on s'en rend compte des fois quand il y a Hélios qui est chez sa grand-mère et on n'a que Ezra à la maison. On se dit mais c'est les ça fait vacances. du bien. Ah mais grave, mais tellement. Non, mon postpartum, encore une fois, différemment d'Hélios, parce que la période Covid faisait que je travaillais plus. Là, je travaille à nouveau à fond et j'enchaîne 2 métiers, parce que pendant le Covid, je me suis formé au massage sportif. 2 métiers et quelque part création, où je développe la 2e activité. Donc voilà, je vais pas dire peu présent, parce que je suis quand même présent à la maison par rapport à ceux qui ont un job, pour le micro, où ils font du 9h, 17h. Mais je sens que c'est dur. La fatigue en prend un coup, le moral en prend un coup. Et vu que je fais un job physiquement intense, mon corps en prend un coup. C'est bien que dès qu'il y a un coup de fatigue et qu'il y a la moindre étincelle qui vient allumer un feu, le moindre petit truc, que ce soit de Jenny, que ce soit des enfants, alors que ça peut paraître anodin, ça me fait partir direct. Ah ouais? Direct. Et ouais, et c'est dur. Et c'est là que je me dis, ok, il va falloir faire des réglages dans ton rythme de vie, si bien que j'ai abandonné des créneaux le soir pour être présent là où je travaillais 4 soirs, je travaille plus que 2 soirs dans la semaine. Ok. Donc le reste de la semaine, les soirs, je suis là. Puis on a fait quelques petits compromis ensemble, si bien que ça fonctionne. Tous les matins, j'emmène les 2 enfants à l'école, à la crèche, mais il y a des matins... Attends, laisse-moi terminer. Il y a des matins Ezra, c'est tout le temps moi. Mais il y a des fois où je commence à une certaine heure où Jenny va emmener le grand à l'école. En fait, tu commences à emmener aussi Hélios depuis 2 mois, quoi. Mais avant, ça n'a pas été fait. Et en fait, on s'est rendu compte que là, on avait atteint un stade où il fallait prendre des décisions parce que sinon, c'était compliqué. Et ouais, le sommeil, c'est le sommeil. Le plus dur, c'est ça, je crois. C'est le nerf de la guerre, Autant ça peut être merveilleux, autant que c'est absolument incroyablement prenant d'avoir des enfants et de vivre les différentes phases qu'ils peuvent avoir. 3, 6, 9 mois, 3, 6, 9 ans, les pics de croissance ou les grands changements qui s'opèrent en eux qu'on soupçonne même pas. Et on se dit, mais pourquoi il réagit comme ça? Reste cool, quoi. Alors que au final, même si... En eux, quoi. Mais tellement. Et Hélios, il a 3 ans, mais il a que 3 ans. Il y a 3 ans, il était dans le ventre de sa mère. Ouais. Et c'est un être qui évolue dans un monde dans lequel il était peut-être pas voué à être. Et donc, il y a une part de nous où on veut le protéger de tout, mais il y a une autre part où ça devient un être humain qui pense, qui prend des décisions et qui fait le choix, en nous regardant dans les yeux, de jeter sa cuillère par terre. Ça peut être ça comme ça peut être autre chose. Choix, Mais ça, plus la fatigue, plus la journée de travail derrière, boum,
coup d'électricité dans la tête, quoi. Et c'est là où il faut être très solide. Respirer un grand coup. Le très solide. Et puis de temps en temps créer un grand coup aussi, parce que Ouais. ça fait tellement de fois que l'éducation positive, ça va bien 5 minutes, mais à un moment donné, faut écouter ce que disent papa et maman. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je m'en suis rendu compte que ça devenait une charge de m'occuper des enfants. En fait, je disais à Guillaume à la fin, non, mais je me suis tapé les gosses toute la journée. Mais en fait, tu te tapes pas tes gosses. C'est tes gosses, tu les as voulus. S'ils sont là, et les moments où tu te tapes du temps avec eux, en fait, eux, ils voient... J'avais vu un réel comme ça. Ils voient la vie, mais tout aussi différemment. Et ils la voient comme, oh, on a fait ça avec maman, on a fait ça et tout. Alors que la maman, elle est là, putain, il faut que je fasse ça et tout. Alors qu'en fait, c'est pas du tout fait comme ça. Par contre, je tiens à dire que si c'était à refaire, je le referais. Parce qu'en fait, ces moments de complicité entre les enfants et qui se fassent des bisous, qui se disent je t'aime à la folie jusqu'aux étoiles, que en fait, mais ça vaut de l'or. Donc ouais, c'est chaud, mais je le refais 1000 fois. À 1 an et demi d'écart, je m'en fiche, je le refais 1000 fois. Tout pareil. La seule chose que je changerais dans la façon que j'ai eu d'aborder le fait d'avoir des enfants, c'est le fait d'être préparé et d'avoir une aide extérieure pour pas juste choisir un restaurant à la dernière minute en se disant que ça va le faire et que non, je pense avec l'hypnonaissance c'est une chose, mais le rôle de doula, là où, et ça me vient comme ça, on n'en a pas parlé cœur, le rôle d'une doula c'est d'accompagner la maman du désir d'enfant jusqu'au postpartum, mais Et le papa aussi, si j'ai bien compris. Et le papa, mais je trouve que t'en parles pas assez, et du papa. Vous en pensez quoi, vous? Va te faire engueuler. Ah mais pour de vrai, vous qui me suivez, j'en parle pas assez? Si. Bah, si, moi je trouve. Tu parles souvent du papa, mais je sais pas, c'est peut-être juste moi. En me fait, disant... c'est difficile. Je pense qu'il y a, il y a un côté en parler, t'en parles, mais il y a certains papas qui auraient envie qu'on en parle peut-être de manière égale, ce que je comprends, sauf que il y en a qui s'y retrouvent, il y en a qui s'y retrouvent pas du tout. Du coup, je pense que le curseur est encore un peu difficile à trouver. Je sais pas ce que t'en Et puis penses. c'est un métier qui est très récent en France. Enfin, très récent. En tout cas, Qui est connu. qui est pas médiatisé correctement, il n'y a pas assez de visibilité sur ce métier, donc qui est inconnu pour beaucoup. Et du coup, je pense que c'est ça aujourd'hui qui manque. C'est vraiment cette visibilité du métier de doula, quoi. D'ailleurs, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, Jenny, du métier de doula? Superbe transition. Et d'hypnothérapeute. Et Et d'hypnothérapeute. d'hypnothérapeute en hypnonaissance. Tout est lié. Hein. Qui n'est pas la même chose qu'hypnonatal. Exactement. Donc le métier de doula m'est venu pendant mon bilan de compétences que j'ai fait quand j'ai été enceinte de mon 2e enfant. Je voulais arriver dans la vie de personnes dans un moment heureux. Et au niveau du bilan de compétences, les compétences et mes qualités qui sont ressorties, regroupées en fait après avoir cherché sur Internet, le rôle de doula. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Donc je me suis renseignée, j'ai préparé tout ça en fait pendant ma grossesse, en me disant, voilà, le jour de mon accouchement, après c'est blackout, je veux pas entendre parler de formation, etc. Je veux que tout soit prêt, mais prendre mon temps pour moi et avec mon bébé. Donc j'ai commencé à... La question, c'était mon parcours ou vraiment le métier? Non, mais ça me va aussi, le parcours. Je viens de réfléchir. Donc, vas-y. Donc tu voulais prendre le temps avec ton bébé. C'est ça. Et ce qui arrive souvent, je me permets, mais la reconversion professionnelle des mères et je pense des pères aussi, mais aux premiers instants de vie de leur enfant, il y en a qui n'ont pas envie de reprendre leur taf en fait. Quand ils ont leur bébé qui vient de naître, ils doivent reprendre le taf alors pour les pères plutôt que pour les mères, mais les mères déjà c'est à 3 mois de naissance ou 2 mois et demi. Enfin c'est hyper brutal et il y en a qui n'ont pas envie, qui se voient pas reprendre le métier qu'ils avaient avant. C'est une tannée et du coup. Et je pense même qu'il y a beaucoup de femmes qui changent de boulot en pensant que, en faisant une espèce de crise de la maternité. De la maternité, ouais. Peut-être que ça fait... De la matrescence. De la matrescence, ouais. Exactement. Et en fait, qui à la fin, je sais pas, du vrai postpartum ou peut-être même un peu plus, se rendent compte qu'en fait, c'est juste que ça correspondait plus du tout à leurs besoins du moment.
et parce qu'on évolue. Ouais. En devenant parent, on évolue et on n'a plus les mêmes aspirations, plus les mêmes envies. Ça peut arriver. Mais donc, du coup, je suis désolée, on est parti dans Désolé. un cacahuète. Non, c'est moi j'ai bien aimé justement d'avoir votre avis et je suis d'accord d'ailleurs. Donc, par rapport au métier de doula, c'est quoi le métier de doula? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Donc la doula existe depuis tout temps. Ça vient du grec ancien et ça signifie esclave. Donc c'était une personne en fait dans les maisons qui allait aider les parents. Et en fait ça a toujours été là, sauf que c'était un petit peu la femme de l'ombre, on va dire. Et aussi parce que ça a été mal vu. Parce que certaines doulas sont allées au-delà de des lignes. Parce qu'on n'a aucune notion médicale, il ne faut pas... Alors, on a des notions médicales, on est formé par des sages-femmes, mais on n'a aucune compétence ou aucun... J'ai pas le mot, mais... Savoir-faire. C'est pas le savoir-faire, c'est le fait de faire, en fait. On ne doit pas avoir d'actes médicaux sur une maman. Voilà, même si on a des notions, même si on peut déceler, par exemple, une pré-éclampsie, en fait, on va pas lui dire ce qui se passe. On va lui dire, bah là, est-ce que... comment tu te sens? D'accord, il y a ça. Tu devrais peut-être aller voir ta sage-femme. Voilà, un accouchement à domicile, on n'arrive pas en première sur les lieux. On arrive après à la sage-femme. Parce qu'il arrive quoi que ce soit, sinon c'est pour notre pomme. Donc en fait, c'est vraiment savoir rester dans les lignes. Ne pas, même malgré un savoir, se dire, bah on est humble, on le sait, mais notre science, on va pas la mettre partout et en profiter. Donc du coup, une doula, ça va venir dans toute la vie d'une personne de base. Et il y a même des doulas pour les fins de vie qui s'appellent des tanadoulas. Mais la doula va être plus connue par rapport à la maternité. Donc, du désir d'enfant jusqu'au postpartum. Le désir d'enfant qu'on oublie souvent. Mais en fait, à partir du moment où on a un enfant et qu'on l'attend et qu'on a besoin d'une aide parce que ça n'arrive pas, qu'on a ce sentiment de ne pas être normal, etc., en fait, la doula, elle va pouvoir avoir un impact là-dessus. Elle va pouvoir aiguiller la maman, lui donner, par exemple... des informations sur les associations qui existent, sur des livres à lire, sur peut-être d'autres femmes qu'elle a accompagnées. Comme ça, elles vont pouvoir se soutenir et en parler, de ne pas se sentir seules, en plus des associations. Il y a vraiment plein de choses à faire vis-à-vis de ça. Et ensuite, il y a la grossesse. Donc la grossesse, ça va être donner aussi plein d'astuces. Ça va être accompagné sur, j'ai trouvé ça très beau ce que tu as dit tout à l'heure, mais sur les vœux de naissance. C'est pas le projet de naissance, mais c'est un vœu. J'aime bien ce vœu de naissance. On a ce souhait en fait d'accouchement et de le mettre en place. Et la doula surtout ne va pas dire bah tiens c'est ça. C'est il existe ça. Toi, qu'est-ce qui fait sens pour toi? Où est-ce que tu as envie d'aller? Avec qui tu as envie de le faire? Et c'est pouvoir donner toutes les informations. Par exemple, j'ai une cliente qui m'a envoyé un message tout à l'heure et qui me dit est-ce que tu as un livre sur l'allaitement à me conseiller, etc. Que je peux aussi faire. Je lui dis mais qu'est-ce que tu recherches dans ce livre? Elle me dit des positions pour l'allaitement, etc. Je dis mais ça je te le donne. On va faire une séance ensemble et donc du coup je vais pouvoir t'accompagner aussi sur l'allaitement. Donc c'est va être vraiment sur la grossesse pour tout préparer dans la chambre, etc. Le jour de l'accouchement, elle va pouvoir être là, que ce soit en structure hospitalière si l'hôpital accepte, ou à la place du coparent si c'est une maman solo, etc. Ou à domicile. Et en fait, ça va être un soutien émotionnel et logistique. On va pouvoir aller chercher des petites serviettes chaudes pour aider les sages-femmes. On va faire un thé aux coparents. On va être là émotionnellement pour la maman, lui tenir les mains, lui dire bah vas-y, tu peux le faire, etc. Donner aussi le rôle... je crois que je l'ai dit, mais du coparent. Et ensuite, par rapport au postpartum, ça va être de l'écoute. Dans tous les cas, l'outil principal de la doula, c'est de l'écoute. Parce que parfois, on se rend compte que c'est juste ça que la maman veut. C'est pas des conseils, c'est juste être entendue et être reconnue pour ce qu'elle est en train de ressentir. Et en postpartum, on va pouvoir être là pour faire le ménage, pour faire à manger, pour enlever cette charge mentale, en fait, qu'il y a autour de tout ce que la maman est censée faire quand elle reçoit du monde et qu'en fait, pareil, elle se dit, c'est à moi de faire le gâteau, c'est à moi de faire le café. Non, en fait, c'est ta famille qui vient te voir, tu viens d'avoir un bébé, t'as fait un marathon. Donc, en fait, c'est eux qui te ramènent ça. Ouais. Donc, c'est aussi prendre ce pouvoir qu'ils n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire non. Ils l'ont là, ils ont envie de le faire, mais ils se sentent pas légitimes de pouvoir le faire. Donc, c'est accompagner aussi les parents là-dessus, accompagner le coparent sur comment il va pouvoir accompagner la mère petit à petit vis-à-vis de toutes ces semaines et ensuite toutes ces années. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui ne savent pas juste quoi faire, comment le faire, et elles ne savent pas l'exprimer. Donc, c'est un petit peu cette facilitatrice
Voilà, en tant que doula. Rôle très large Exactement. et insoupçonné. Ouais. Et donc, ça, c'était ton rôle de doula. Et je vais essayer de le dire sans... Donc, tu es aussi hypnothérapeute périnatale. Waouh. C'est ça, hein. Hypnothérapeute spécialisée dans la femme, Ok. mais donc Pas en formation. périnatale. Non. D'accord, ok. En fait, je suis hypnothérapeute. D'où c'est venu pour vous expliquer, pour que vous compreniez. Donc, j'ai trouvé l'hypnonaissance. Je me suis formée en hypnonaissance. Sauf qu'avec notre expérience personnelle, on s'est rendu compte que s'il y avait une décompensation pendant... donc, c'est-à-dire que la maman ou le papa se met à pleurer, il se passe quelque chose pendant la séance, etc. et qu'en fait, qui doit être pris en charge individuellement, et ben, c'est pouvoir le prendre en charge et ne pas lui dire, bah tiens, est-ce que tu peux aller voir un hypnothérapeute ou est-ce que tu peux aller voir un psychologue? Là, en fait, c'est pouvoir prendre en charge la personne de A à Z. Et en fait, j'ai décidé d'accompagner la femme en hypnose pour toute sa vie, de 18 à 90 ans, sur tout ce qui lui arrive. J'ai choisi la femme parce que j'ai aussi ce côté féministe, alors que j'adore l'égalité homme-femme. Mais j'ai ce côté-là aussi qui vient me chercher. Par contre, j'accompagne les coparents que je suis en tant que doula ou dans l'hypnonaissance pour en fait venir vraiment créer cette bulle et aller soigner s'il faut. Par contre, si un homme vient... D'ailleurs, non, là, je préfère pas le faire. Donc, voilà d'où le côté hypnothérapeute. En fait, c'est avoir toutes les clés en main de venir accompagner au-delà de l'hypnonaissance s'il y a un besoin. Bah, ça me convient bien comme explication. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Et je fais du coup la thérapie de couple en hypnose. Ah, d'accord. Thérapie de couple en hypnose. Ok. Et ouais, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des blessures. Donc, les blessures, on vient les soigner. Et donc, je suis aussi formée, je dis on, toutes les personnes qui ont fait cette formation, en fait, vraiment formée à le rendez-vous avant des hypnoses, ensuite les hypnoses individuelles, et après, on se rejoint ensemble pour travailler ensemble sur le futur, vu que ça a été soigné. Okay. Incroyable. Et là-dessus, tu traites plutôt, ça c'est complètement, tu traites plutôt en postpartum, non, en baby clash ou pas du tout? Il y a de tout. Il y a de tout. Okay. Et cool. Je pense que moi, je suis... On est bon. Ouais, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose? Juste, j'ai pas parlé de l'hypnonaissance. On en a parlé pendant l'accouchement, mais j'en ai pas... Non, mais après, on a 2 autres épisodes où il y a du détail sur l'hypnose, du coup... On n'est pas obligé, on a mis pas mal de détails ailleurs. Enfin, ok. On peut pas tout dire, donc t'inquiète. On est presque à 3 heures d'émission. On a la plus belle maison, mais on est les plus bavards. À la prochaine. À la prochaine. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous. Mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!